on passe en mode table ronde, la seule de la journée, c'est bien, ça va changer aussi un petit peu le format. Ah, je suis petit pour le coup, je ne suis pas habitué à être à cette hauteur-là. Je fais du bien. Ça va, vous allez bien? Vous n'êtes pas trop fatigué? Très bien, ça ouais. marche. Très bien. Bon, ça me fait plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, on va traiter le vaste sujet en 1 heure du CRM 2.0. Vous êtes 3, donc il y aura peut-être un petit peu moins de temps pour des questions-réponses à la fin, mais auquel cas, on essaiera de trouver un petit moment, sachant qu'il y a une pause tout à l'heure à 16h30, pour rappel. Un petit peu dans la lignée de ce qu'on se dit depuis ce matin aussi, j'aimerais bien qu'on la joue franco, no bullshit. Voilà, vous êtes des sachants, vous êtes des experts, vous avez des choses à dire, vous vivez tous les jours le domaine du CRM, et en même temps, on vous a convié à un événement sur le marketing automation, ça tombe bien, ils se font un peu bisous. Donc, on va un petit peu traiter de tout ça. Pour commencer, j'aimerais bien que vous vous présentiez. Alors, tout d'abord, je voudrais accueillir, bien sûr, et Jonas, et Sébastien, et Jean-Michel, mais je vais vous laisser vous présenter, nous dire de quelle entreprise vous êtes et ce que vous y faites. Et puis, parce qu'on essaie depuis ce matin aussi de sortir un petit peu du cordonnier mal chaussé, nous dire en fait comment vous vivez ce sujet du marketing automation. Est-ce que vous l'éprouvez? Est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous le vivez vous-même? Comment vous l'avez mis en place dans vos entreprises? Comme ça, on sera bien direct dans le dur, et ensuite on évoquera les autres sujets. Ça vous va? Jonas, on commence par toi. Avec plaisir. Alors Jonas Koufinial, je suis Head of Acquisition chez Celle-ci. Alors le titre pour dire que je suis en charge de la lead gen. La lead gen, pour ne pas faire trop d'anglicisme, c'est le nombre de leads qu'on va générer, le nombre de clients potentiels, prospects qui viennent par différents canaux, que ce soit directement sur le site, sur les réseaux sociaux, etc., et qui arrivent et qu'on va pouvoir transmettre aux équipes commerciales, les account exécutives, pour les qualifier. Donc moi, je dois piloter, vérifier que chaque canal est effectivement rentable, et celle-ci, pour aussi présenter ce qu'on fait, on est tous les 3 éditeurs de CRM, solution de gestion 100% SaaS, made in France, on est basé à La Rochelle, une équipe de 70 personnes, qui a levé récemment, en janvier, 7 millions d'euros pour, d'une part, renforcer quelques modules et aller plus vers la comptabilité, et développer, vraiment amorcer le développement à l'international. On existe depuis 10 ans, et le point fort de la solution, c'est une approche par module, c'est-à-dire qu'on peut choisir, on vise les SMB, et les petites et moyennes entreprises peuvent venir choisir un module, module CRM effectivement, module gestion, facturation, module aussi ticketing pour le suivi client, c'est important de fidéliser une fois qu'on a les clients, et module gestion de projet. Voilà, donc on a cette approche modulaire à celle-ci. Et pour dire 2 mots, nous, comment on gère le lien avec le marketing automation, un petit mot déjà sur nos propres process, on génère entre 1000 et 1500 leads par mois. Autant dire que si on devait avoir des accounts exécutifs qui les appellent, c'est même pas la peine. On distingue, comme souvent les acteurs du SaaS, les MQL des SQL, donc Marketing Qualified Lead et Sales Qualified Lead. Sales Qualified Lead, c'est ceux qui sont en voie de choisir, donc eux, ça se justifie tout à fait d'avoir un call pour leur présenter la démo, etc. Par rapport au Marketing Qualified Lead, qui lui est plus en phase de tâtonnement, et donc il faut plutôt lui proposer du contenu, le nurturer, d'où la pertinence à ce moment-là d'utiliser des scénarios de marketing automation et d'activer des triggers en fonction du comportement qu'ils peuvent avoir pour leur apporter le bon message au bon moment. D'accord, donc vous éprouvez vraiment pour le coup le marketing automation, c'est bien, un cordonnier bien chaussé. Sébastien? Bonjour à tous, donc moi je suis Sébastien Roux, je suis le directeur général d'un éditeur de CRM qui s'appelle Ines. On est une société qui existe depuis une vingtaine d'années, on a à peu près 2500 clients, on est une société internationale. Notre siège est basé ici à Lyon. Nous, on est vraiment positionné sur un segment plutôt mid-market, donc en gros PME, ETI. C'est un projet, on va dire, supérieur à une dizaine d'utilisateurs dans le monde du CRM. On intervient uniquement dans un contexte business B2B chez nos clients. Alors on fait marginalement un peu de B2C, mais c'est extrêmement rare. C'est une segmentation qu'on a choisie puisque nous, on est très avancé en fait sur la dimension sales, donc tout ce qui va toucher vraiment purement à la vente, à l'animation commerciale et bien entendu à toute la chaîne marketing qui va avec, etc. Alors on a aussi une brique ERP, on est un peu plus segmentant que celle-ci sur cette partie-là puisque nous on adresse exclusivement les sociétés de services, parce qu'on fait ce qu'on appelle principalement de la gestion par affaires.
Voilà. Donc le CRM, c'est 90% de nos activités aujourd'hui pour à peu près 10% sur la partie ERP. Donc nous, on a un positionnement un peu différent de celle-ci. On est une plus vieille dame que celle-ci. Nous, on avait une particularité, c'est qu'on était positionné plutôt sur du segment SMB au départ, plutôt S d'ailleurs que M. Et puis on a voulu monter en puissance. Oui, excusez-moi. Non, non. Voilà. On ne peut pas y penser. Et on a voulu monter en puissance effectivement sur le positionnement marché pour aller adresser des plus grands comptes. Et à un moment donné, nous, on est rentré dans un cas de figure où il faut se faire connaître. Donc voilà, on était aussi face à des acteurs, des petits acteurs comme Salesforce, Microsoft, etc., dont vous avez certainement entendu parler. Et quand on vous adressait à un segment qui est celui-ci, il faut vous faire connaître, il faut montrer que vous êtes des gens sérieux. Et pour ça, il y a une chose qui fonctionne très bien, ça s'appelle le content marketing, donc du marketing de contenu. Et nous, on a commencé effectivement à produire énormément de contenu, contenu à valeur ajoutée, contenu d'expertise, etc., pas mal de social selling. Et bien entendu, la partie marketing automation a fait sens pour nous. Donc on s'était d'abord approprié en tant que société, en tant que client, et on est devenu ensuite distributeur de web mécanique. On a dû faire une quinzaine ou une vingtaine de déploiements en l'espace de 18 mois. Donc on a des ressources en interne qui déploient cette solution et qu'on utilise pour nous. Donc nous, on fait beaucoup moins de génération de leads on génère beaucoup moins de leads que Jonas. Ces chiffres me font un peu rêver. Nous, on est plutôt autour de 200 leads par mois. Par contre, effectivement, on est sur, je pense, après, je ne sais pas, on en parlait un peu avant, sur une qualité qui est peut-être un petit peu différente. C'est une stratégie marketing complètement différente. Donc voilà, où nous, on est après dans une démarche de vente qui est beaucoup plus en one-to-one, puisque derrière, nous, on va vraiment sortir, aller chez les clients, comprendre les besoins, etc., où on est vraiment plus dans une démarche là d'intégrateur plus que d'éditeur, parce qu'on est vraiment intégrateur de nos propres solutions. Voilà. On pourra présenter rapidement qui l'en est. Et puis, effectivement, marketing automation, aujourd'hui, c'est concrètement pour une société comme la nôtre, c'est dans notre quotidien, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Jean-Michel, à ton tour. Bien, donc TimeTonic, nous, on est tout petit par rapport à mes collègues ici. On est une jeune société française. La solution est en commercialisation depuis 18 mois, donc TimeTonic. On a une approche sur le CRM qui est un petit peu différente. Nous, on a développé un nouveau logiciel de base de données visuelle qui permet de gérer un peu ce qu'on veut avec la simplicité du tableur. C'est-à-dire que comme le tableur avait une invention assez géniale il y a 35 ans qui permettait de gérer soi-même beaucoup de choses, on a fait une version un peu plus moderne qui était cloud, qui était mobile, qui était connectée, qui était collaborative avec de la gestion des droits, etc. Mais le même objectif de donner une autonomie complète à nos clients, de pouvoir créer eux-mêmes ou de modifier ou de customiser eux-mêmes leurs applications. Donc nous, on a des modèles prêts à l'emploi de gestion client de CRM, mais également de gestion de projet, de gestion d'équipe mobile, parce qu'on a une application mobile qui permet de scanner des codes barres, etc. Donc on a une gamme de clients et d'utilisation assez variée sur nos solutions. Au niveau du CRM, donc aujourd'hui, qui est un des 3 secteurs clés sur lesquels on se concentre, on a aujourd'hui à peu près une trentaine de clients, donc on est tout petit, on a à peu près 80 clients. On a commencé la commercialisation en direct, donc on n'a pas encore beaucoup de marketing automation, mais on va en reparler parce que ça arrive très vite. Et l'objectif, justement, pour nous, c'était, dans les premiers mois de commercialisation de l'outil, de d'abord nous faire connaître auprès d'un certain nombre de cibles identifiées. On avait certains secteurs, notamment dans l'assurance. On a également un certain nombre de grands groupes avec lesquels on travaille. Et on a travaillé en direct parce qu'on voulait avoir des références. On voulait s'assurer que le produit correspondait bien à une réalité de besoins. Donc, on a travaillé avec eux. Maintenant, on a des très belles références. On travaille avec des groupes comme Engie ou Capgemini ou dont des équipes ont remplacé du Salesforce pour travailler avec TimeTonic parce qu'ils trouvaient notre outil plus simple, plus complet, plus agile. Et on est dans la phase justement où on va lancer d'ici la fin de l'année des activités qui vont générer beaucoup plus de leads et de capacité à se faire connaître. Mais il se trouve qu'on commence déjà à avoir plus de leads qu'on peut traiter. Donc on est dans cette demande où on a déjà aujourd'hui plus d'une centaine de leads qui rentrent par mois, alors qu'on n'est pas prêt. On n'était pas tout à fait prêt à recevoir tout ça. Donc c'est un vrai problème qu'on est en train de traiter. On le traite pour nos clients et on est en train de le traiter pour nous-mêmes également. C'est un bon problème. C'est un bon problème, oui, tout à fait, mais c'est très intéressant. Donc on a aujourd'hui effectivement des intégrations avec des outils de mailing et maintenant avec
Webmécanique, justement, on est intégré grâce à nos clients. C'est nos clients qui nous ont amenés vers Webmécanique et aujourd'hui, on l'intègre nous-mêmes. Et ça fait partie des choses qu'on est en train de mettre en place pour nos propres utilisations, avec un petit peu d'avance, ou en tout cas plus vite que ce qu'on avait prévu, parce que la demande est plus forte que ce qu'on avait imaginé, avant même qu'on ait commencé nos activités vraiment pour nous faire connaître, au-delà du direct, en fait. Voilà. Super, donc vous êtes sur une belle rampe, voilà, plein de belles choses à venir. En tout cas, on a beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses, mais c'est poussé par la demande de nos clients et par notre pression de nos utilisateurs. Très bien. Alors il y a une première question que je voulais vous poser à tous les trois, quelque chose qui m'étonne depuis à peu près 3 ans, que par mes différentes fonctions, j'accompagne aussi des clients dans leur digitalisation et dans leur accès au marketing automation. Et un truc m'étonne chez beaucoup d'entre eux, c'est qu'ils continuent encore de décorréler le CRM du marketing automation, voire ils ont des fois des équipes qui ne communiquent pas, ou comme s'ils semblaient penser que ces deux mondes n'ont pas à cohabiter systématiquement. Ma question, elle est simple en fait. CRM, marketing automation, c'est un mariage forcé ou c'est un mariage d'amour? Je veux dire, je vous ai entendu, ou du moins 2 d'entre vous l'évoquer comme si c'était quelque chose de totalement naturel, mais je ne le ressens pas chez les clients. C'est quoi l'union entre ces deux-là? On ne peut pas faire l'un sans l'autre, ou au contraire, on ne peut pas imaginer l'un sans l'autre? Je pense que ça dépend aussi du volume de leads généré là-dessus. À un moment donné, le marketing automation, il est pertinent lorsqu'on a, comme le disait Sébastien, une stratégie de contenu qui est adossée, qui permet de générer du lead avec les piliers du contenu qui sont, je parle de mon secteur, j'enfile la blouse blanche, je suis connaisseur, et du coup, vous allez me connaître à travers ma prise de parole. Donc du contenu awareness, du contenu education, du contenu selection, 3e pilier qui est super important au moment où effectivement le lead est qualifié, mature pour faire un choix. Et à ce moment-là, si je lui montre pas, je lui apporte pas la preuve dans son parcours qu'il doit venir me voir, il va aller chez les autres. Donc cette identification en amont, à ce moment-là, c'est pertinent d'utiliser le marketing automation. Et je crois, en tout cas ce que j'observe sur cette partie-là, que c'est pas toutes les... Déjà, Sébastien a les chiffres, il en parlera tout à l'heure, je te laisse ça. Les entreprises sur les segments sur lesquels on est positionné, SMBs, qui sont équipés d'un CRM et qui ont des process derrière pour s'en servir de façon efficace, il y a encore du boulot. Il y a encore même des grands comptes qui sont équipés de tableurs Excel. Donc s'ils sont équipés de tableurs Excel, le marketing automation, c'est bien plus loin. C'est déjà un niveau de maturité, même si nous on en parle parce que c'est l'Automation Day et qui concerne finalement peu d'entreprises. Et donc elles ne sont pas toutes équipées parce que justement elles n'ont pas ce niveau d'éducation et cette sensibilité il y avait une conférence, une table ronde tout à l'heure sur ce sujet, une sensibilité aux enjeux du digital et de la visibilité sur le référencement naturel, de la production de contenu qui est associée, qui ne sont pas forcément compris, adoptés, et de fait à ce moment-là, marketing automation n'a pas sa place parce que l'éducation n'est pas là. Sébastien? Moi, effectivement, alors après, je pense que, j'espère en tout cas que vous ne penserez pas qu'on n'a pas d'objectivité sur le sujet, parce que moi, je vous parle avec beaucoup de croyances. Moi, je pense que c'est vraiment un métier d'ingénierie pour moi. C'est-à-dire que, en gros, si on veut construire une vraie stratégie de lead management, je pense qu'il y a des étapes à respecter. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui voudrait faire du marketing automation sans stratégie de contenu, par exemple. Pour moi, ça manquerait un peu de sens. D'accord ? Donc aujourd'hui, typiquement, faire du lead management, c'est aussi une problématique d'organisation. Alors c'est sûr que si vous utilisez du marketing automation pour générer 4 leads, vous n'avez pas besoin d'un CRM pour traiter vos 4 leads, c'est clair. Déjà, à partir du moment où vous commencez à avoir une certaine volumétrie, si vous générez du lead, mais surtout ce qui est important, c'est de savoir comment vos leads sont recontactés. Est-ce qu'ils sont recontactés dans les temps? Est-ce que ces contacts sont transformés? Comment ils transforment? Qu'est-ce qu'ils rapportent? Avoir toute la dimension analytics derrière pour gérer la pertinence de votre stratégie. Pour moi, c'est inéluctable de mettre en place un CRM, enfin même, j'aurais tendance à dire, de démarrer la démarche par anticiper en fait la mise en œuvre d'une solution CRM, structurer sa partie lead gen en fait dans le CRM pour ensuite déployer en fait la partie marketing automation qui est un outil au même titre du CRM et qui pour moi effectivement c'est un peu la prolongation du bras, quoi, c'est la main. Donc voilà, donc moi c'est ma vision du sujet et encore une fois je réponds vraiment de façon totalement objective. Voilà. C'est ça qu'on veut.
Michel, en face. Juste un complément et un compliment aussi pour la conférence. Faire des compliments, tout le monde est preneur. Bien sûr, mais en fait, je pense que l'Automation Day était très intéressant parce qu'il n'y a pas que le marketing qui est vraiment au cœur des besoins d'automatisation. Et c'est là où nous, en tout cas dans notre approche, c'est dire que l'automatisation du processus marketing, c'est une des choses que les entreprises souhaitent automatiser. Il y a beaucoup d'aspects où on aimerait faire en sorte que les choses se fassent de la manière la plus simple possible pour éviter les tâches répétitives, éviter les doubles saisies, éviter les erreurs, éviter de savoir ce qu'on a fait pour pouvoir y répondre, etc. Et le marketing automation est un des outils qu'on veut mettre en place dans un processus d'automatisation. Et je pense qu'il y a d'autres outils. Dans TimeTonic, on travaille beaucoup sur ces aspects-là, notamment avec des interfaces comme Zapier qui permettent de s'intégrer avec des tas d'applications tierces ou à l'intérieur même de l'outil pour pouvoir automatiser des tâches. Et donc l'automatisation, le besoin, il est effectivement de pouvoir traiter un plus grand nombre de demandes, de pouvoir éviter les erreurs, de pouvoir s'assurer que les bonnes personnes soient contactées le plus rapidement possible quand on s'aperçoit qu'elles ont un besoin qui répond à notre stratégie à nous, c'est-à-dire on a les possibilités de générer du lead et après de traiter les leads en fonction des priorités que nous, on peut avoir aussi dans son entreprise. Donc, simplement pour dire qu'il y a des outils de marketing automation, c'est bien, mais c'est souvent une vision globale de la gestion de ce qu'on veut faire avant, quand on travaille en B2B, la réponse à un appel d'offres ou un cahier des charges ou des discussions avec un client en prospection directe ou via des leads entrants. Et ensuite en aval, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a signé un contrat, il y a un suivi qui doit être fait et il y a aussi des reporting à faire à ses clients, il y a aussi de la visibilité à donner à ses clients. Et donc, le marketing automation, pour moi, doit faire partie d'un ensemble. C'est-à-dire que c'est une capacité à intégrer ça dans une stratégie d'outils d'agilité et d'automatisation est important. Merci pour vos réponses. Alors, avant d'en arriver à quelque chose de très pragmatique, ce que tout le monde attend, j'aimerais bien juste quand même, pendant 10 petites minutes, qu'on ferme les yeux et qu'on ouvre un peu les chakras. On entend de plus en plus parler, bien sûr, de l'intelligence artificielle, les chatbots, etc., etc. C'est toutes ces technologies qui sont là, déjà, et qui sont en train de grandir de façon exponentielle. Quand on regarde la courbe de Gartner, on voit encore tout un tas de technologies qui vont arriver demain et puis qui, potentiellement, vont venir s'insérer, en fait, dans des CRM, d'une manière ou d'une autre, ou venir le déstructurer, le disrupter. Enfin bref, j'aimerais que vous nous donniez un petit peu votre vision. Après tout, le titre de la table ronde, c'est CRM 2.0. Bon, ça aurait été mieux de mettre 3.0 et on va vers du 4, mais c'est pas grave. Quelle est votre vision du CRM de demain? Alors, je sais que ça fait un peu question chapeau comme ça. Là. Le but, c'est pas de faire 10 minutes chacun là-dessus, sinon on est arrivé à la pause. Mais en quelques mots, quelle est votre vision du CRM de demain? On peut revenir sur toi, Jean-Michel, et hop, on repart vers là-bas comme ça. Je vois Jonas qui se dit oh là là, comment je vais réussir à dire ça en 2 minutes, un top chrono. C'était chaud. Rien ne te fait peur. Jean-Michel, tu le vois comment? Je pense que pour moi, le CRM de demain, il y a deux grandes parties. Il y a une partie effectivement vis-à-vis des clients extérieurs. C'est vrai qu'on pense beaucoup quand on pense CRM et quand on parle chatbot ou intelligence artificielle, c'est comment on analyse les réponses ou les signaux faibles ou forts d'informations qu'on reçoit de nos clients ou qu'on analyse. Et c'est une partie importante. Je pense qu'effectivement, on va de plus en plus vers ça. En bien ou en mal, on analyse ce qui se passe et on essaie de sentir des tendances ou d'être capable d'y répondre. Je pense qu'il y a une deuxième partie très importante qui est effectivement en interne aussi. C'est-à-dire la capacité à pouvoir gérer, en tout cas nous on travaille beaucoup en B2B, pouvoir gérer la relation client dans le sens propre, pas seulement dans gagner la relation client, mais dans le suivi, l'accompagnement. Et pour moi, le CRM 2.0, c'est un ensemble, ça fait partie d'un ensemble vraiment de capacité à avoir une très belle expérience client dans l'ensemble, pas seulement gagner le client, mais de bien s'en occuper. Et je pense qu'aujourd'hui, la transparence, l'un des avantages du réseau social c'est pas seulement d'amplifier des phénomènes ou de pouvoir acquérir une notoriété, etc. C'est aussi une obligation de transparence. C'est-à-dire que de plus en plus, je pense,
ce qu'on constate tous, mais c'est que il faut être honnête, il faut respecter ses clients, il faut être capable de leur offrir un service de qualité. Et c'est ce CRM 2.0, c'est plus la relation client 2.0 qui fait que c'est l'ensemble de la relation avec le client qui doit être la plus honnête, la plus transparente, la plus correcte possible. Et ça passe évidemment par une capacité interne de bien traiter ça. Ok, alors c'est une vision. Sébastien, je suis sûr que tu vas aller très loin. Oui, bah, tu sais que je te connais. On en a déjà parlé tous les deux lorsqu'on a préparé, effectivement, enfin on en a parlé tous les trois quand on a préparé ce rendez-vous. Moi, j'ai une vision assez stricte, même voire un peu sévère en fait, du monde de l'intelligence artificielle, notamment pour le marché que l'on adresse nous. D'accord, je ne parle pas des grands comptes, je ne pense pas aux gens qui ont la capacité aujourd'hui de s'offrir un Watson ou un Einstein ou ce que vous voulez. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous, le marché qu'on adresse, c'est le marché des entreprises de taille moyenne dans un contexte B2B. D'accord ? Donc déjà, la première chose, il faut savoir, pour faire de l'intelligence artificielle, il faut de la donnée. Il faut beaucoup de données. Donc voilà, aujourd'hui des entreprises dans un contexte B2B de taille moyenne qui ont la capacité en fait de fournir des gros volumes de données pour avoir effectivement notamment des logiques algorithmiques en fait qui puissent être pertinentes, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça c'est la première chose. Après il faut avoir, il y en a, mais je pense qu'il n'y en a pas tant que ça non plus pour avoir des résultats pertinents. Après, il faut avoir les moyens de se payer aussi les bons data scientists qui vont bien, les machines, toute la dynamique d'outils qui va derrière, toute la dimension technique, etc. Et je pense que du coup, ce n'est pas à la portée de tout le monde. On rencontre aussi dans des événements comme ça certains grands groupes qui essayent depuis déjà un moment de rentrer dans des logiques d'intelligence artificielle et qui, après des sommes colossales dépensées, n'y arrivent toujours pas. Alors bien sûr, après, si on se dit qu'un bot, c'est de l'intelligence artificielle, oui, mais quel type de bots on parle parce qu'il en existe trois types notamment. Enfin, il existe trois types d'intelligence artificielle. Moi, je parle de l'intelligence artificielle, pas la forte, mais la moyenne. Et là, aujourd'hui, honnêtement, je pense que c'est quand même relativement compliqué. Après, pour revenir sur le sujet du CRM, moi, mon combat du jour, enfin mon combat du quotidien, c'est de faire en sorte que nos clients ils utilisent nos solutions. Pour moi, c'est la première chose. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, les degrés d'usage des CRM sont, à mon avis, assez variables dans les différentes entreprises. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos clients, 80% des utilisateurs, utilisent en moyenne 80% des fonctionnalités de nos produits. Donc, ce qui est déjà beaucoup. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier combat chez nous, c'est effectivement de faire des solutions avec des fonctionnalités qui soient utilisées par nos utilisateurs. Voilà. Après, bien entendu, l'enjeu de demain pour nous, c'est la mobilité. Là, on a une nouvelle application qui sort à partir du 19 septembre où on a énormément travaillé sur la dimension de mobilité pour notamment les commerciaux et leur offrir tous les outils nécessaires pour traiter des leads à distance, des offres à distance, gérer leur pipe. Quand ils passent à côté d'un compte, être capable de s'arrêter parce qu'ils savent que eux ou un collègue a une propale en cours sur tel ou tel dossier. Ça, c'est sûr. Et après, moi, mon rêve, mais je ne sais pas si je le verrai, c'est d'avoir un CRM qui soit capable de faire de l'autosuggestion, c'est-à-dire d'être capable de générer ou de proposer des actions à des commerciaux ou à des acteurs pour qu'effectivement, là, on parle vraiment de CRM intelligent. Voilà, c'est principalement ça. Attends, tu m'inquiètes, tu dis si je le verrai, alors j'espère que tout va bien, hein. Mais quand même, quoi, je veux dire, t'es jeune. Je suis assez jeune. Oui, effectivement, je suis jeune. Je suis même très jeune d'ailleurs. C'est ça. Donc voilà. Non, je sais pas parce que tu penses que c'est si loin que ça dans le temps. Je sais pas. En fait, moi, si tu veux, la problématique, c'est que je pense que c'est très lié à des contextes métiers. Vraiment, parce qu'aujourd'hui, faire du CRM dans le monde, je ne sais pas, de la cosmétique ou de l'industrie ou de négoce, c'est pas de la même façon de faire de l'immobilier, du CRM dans le monde de l'immobilier, on en parlait largement tout à l'heure ou dans d'autres sujets. Donc je pense qu'il y a une vraie dimension contextuelle métier. À côté de ça, je pense que les gens qui ont voulu faire des vrais CRM métiers, aujourd'hui, ils se sont privés d'un certain nombre de fonctionnalités que nous, des CRM généralistes, on est capable de proposer parce que tractés par différents secteurs d'activité. Donc, je pense qu'il y a une espèce d'équation qui n'est pas simple à résoudre. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si on sera capable ou pas de la résoudre demain. Je pense que si c'était aussi facile que ça, alors maintenant, c'est vrai qu'on a d'autres moyens technologiques, mais malgré tout, personne ne l'a réellement fait, hein, même certains de nos confrères qui disposent de bien plus de moyens que nous. Mais voilà, en tout cas, voilà ma vision du CRM pour moi. Super, merci beaucoup, Sébastien. Jonas, t'en penses quoi de tout ça ? Je pense que Sébastien, t'es jeune aussi, ouais, c'est clair.
T'es pragmatique, donc moi je vais faire le côté un peu plus rêveur. N'oubliez pas que le pragmatisme, c'est après, quoi. Lâchez-vous, les mecs. Donc moi je vais me lâcher sur ce que j'attends du CRM de mes rêves et je te rejoins sur cette partie outil d'aide à la décision, on va dire. Il doit me suggérer ce que je dois faire. Et dans le CRM, enfin en français c'était GRC, gestion de la relation client, ça commence aussi par la connaissance de son client, ça commence aussi par la connaissance du parcours de ce client lorsqu'il vient acheter chez moi, quelles sont les étapes sur lesquelles je dois être présent. Et effectivement, je ne peux pas ne pas parler d'intelligence artificielle dans un outil de suggestion. Et ça se base sur beaucoup de data, je vais éviter les buzzwords, on a dit qu'on était là sans bullshit. Beaucoup de data, donc la tendance, le CRM 2.0, il doit être capable d'aspirer toute cette data, il doit être capable de l'organiser, donc effectivement il y a du boulot dessus, mais ça je laisse à d'autres, ils vont très bien le faire. Et moi si je me mets dans la peau d'une part du client que je veux respecter et d'autre part de mon vendeur qui continuera d'exister, ça aussi on l'a entendu dans les années, début des années 2000 et 90, il y aura bientôt plus de vendeurs, pourquoi? Parce qu'on parle encore à l'heure du digital, 70% du cycle de vente il se fait en ligne et on n'intervient qu'après. Bon, très bien, n'empêche que moi si j'ai un outil qui permet de m'aider à définir le niveau de maturité de mon acheteur potentiel, qui me permet d'expliquer plus précisément par où il passe et que cette donnée, elle vienne vers moi sans que j'ai besoin d'aller la chercher et de me tromper et que j'ai peut-être même des indicateurs de taux de fiabilité de cette donnée, waouh, ça va me faciliter la vie, moi, en tant que vendeur, en tant que commercial, en tant qu'utilisateur du CRM. Et le CRM, je trouve aussi, on a oublié que c'était allé super vite. Enfin, moi aussi, je suis jeune, j'ai peut-être pas vu tout ça. Mais dans l'idée, si je repense à quelques clients qui utilisent encore du tableur Excel, ils disent « Non, mais moi, avec tableur Excel, j'ai gagné beaucoup de temps. » Il faut en gagner encore plus. Et je vais faire le lien avec le marketing automation. Le quotidien de beaucoup de commerciaux encore, c'est des actions répétitives qui sont ennuyantes à mourir, dans lesquelles ils s'épanouissent absolument pas. Et le CRM 2.0, il doit venir solutionner ça. Mais même, je dirais, d'un point de vue philosophique, quoi. Humainement, on doit arrêter de passer trop de temps à faire la même chose sans valeur ajoutée, sans sensibilité. Si la technologie nous permet justement de pouvoir passer plus de temps à faire jouer notre sensibilité et mieux accompagner le client dans son achat, alors dans ce cas-là, je pense qu'il a rempli sa mission, le CRM 2.0, d'aider et le client d'un côté et le vendeur de l'autre. Waouh, super. C'est enregistré, ça va être balancé sur Internet, tu vas voir, ça va faire un buzz phénoménal. Alors, pour être très franc avec vous, donc une table ronde, ça se prépare. Donc moi, je les ai appelés avant, il y a déjà quelques semaines, et j'ai été étonné en fait dans notre discussion, parce que moi, je suis pas un spécialiste du CRM, et le CRM, en fait, je l'ai connu il y a très longtemps, parce que moi, je suis vieux. Et je dirais que je suis plutôt moi, sur la prospective, donc je regarde un peu plus loin, et donc le sujet qu'on vient d'évoquer, à la rigueur, je suis très à l'aise dedans. Et en fait, je me suis pris une claque avec vous quand je vous ai eu par webcam interposé. Vous m'avez ramené dans mes 20 mètres en me disant attends Arnaud, c'est pas ça la réalité d'aujourd'hui, c'est pas ça Arnaud. Je le dis, hein, je le dis clairement. Et moi je me suis pris une petite claque au passage parce que je pensais qu'on avait un peu plus évolué que ça. Et bien tout simplement, moi, ce que je voulais vous demander pour terminer cette table ronde avant de passer aux questions-réponses, c'était peut-être justement que vous repartagiez avec tout le monde, c'est-à-dire cette réalité du terrain que vous vivez en fait. C'est-à-dire des choses qui m'ont étonné quand vous me les avez dites. Ce que tu as commencé à dire tout à l'heure, des clients qui utilisent encore des tableurs Excel, etc. Vous m'aviez donné des chiffres qui étaient assez importants à mes yeux, qui allaient à l'encontre de mes croyances originelles sur le sujet. J'aimerais bien que vous les repartagiez avec vous. C'est quoi en fait le CRM d'aujourd'hui? C'est-à-dire ce que vous vivez sur le terrain chez vos clients. Je sens que tu es chaud, Sébastien. Tu es là comme ça là, depuis tout à l'heure. Le fameux chiffre dont tout le monde parle depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, il semblerait qu'il y ait à peu près 70% des PME en France aujourd'hui qui ne soient pas équipées de solutions CRM. C'est 70%. 70%. Et je pense que dans les 30% qui sont équipés, à mon avis, il y a quand même, je pense, beaucoup d'échecs. Donc voilà, et je pense qu'à mon avis, il y aura une bonne cinquantaine de % qui seraient capables de remettre en cause en fait sa solution. Ah ouais. Donc voilà. Hashtag Automation Day, vous pouvez tweeter. Donc je pense que ça, c'est une donnée qu'il faut effectivement prendre en compte. Après, oui, on a été très transparent avec toi parce que c'est effectivement, enfin moi je fais encore pas mal de commerce, donc c'est ce que je vis de façon assez transparente tous les jours. Effectivement, il y a un degré de maturité sur le sujet qui est extrêmement faible aujourd'hui. Et à partir de là, nous ce qu'on constate, c'est que
c'est notamment, enfin moi j'ai une appétence très forte pour la dimension de l'accompagnement, puisque une des principales choses que j'ai faites chez Ines quand je suis arrivé il y a quelques années, c'est de fondamentalement changer la manière de déployer les solutions chez nos clients, où on était dans un modèle où le client en 2 jours devait être capable d'adopter et de mettre en place une solution de CRM. Et moi, parce que j'ai un peu de passif commercial quand même et d'encadrement d'équipe commerciale, je savais très bien que c'était impossible. Et aujourd'hui, nous, de façon très transparente, en dessous de 10 jours, on ne fait rien chez un client. Voilà. Pour une raison très simple, c'est que de toute façon, la promesse, elle ne sera pas au rendez-vous si effectivement, aujourd'hui, on n'a pas ce qu'il faut pour l'accompagner, le déployer correctement, intégrer le CRM dans le reste de son système d'information, parce qu'aujourd'hui, un CRM, il ne vit pas tout seul, le connecter effectivement avec d'autres solutions de son écosystème, sa messagerie, avec pas mal de choses, et surtout, en fait, conduire le changement auprès des équipes et livrer une solution qui corresponde aux enjeux métiers du client. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important, parce que si tu déploies la même solution CRM chez tout le monde, tu iras d'échec en échec. Ça, c'est une certitude. Donc ça, moi, ça fait partie de mes croyances, des croyances fortes que j'ai aujourd'hui. Il est certain que nous, on se prive d'un certain nombre de projets parce qu'il y a des gens qui ont la croyance qu'ils peuvent déployer eux-mêmes. Ben, nous, ces projets-là, on a fait le choix aujourd'hui de ne pas les déployer, voilà, et de ne pas les accepter. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet globalement d'être sur un taux de succès qui est plutôt important. On a même des clients qui consomment chaque année beaucoup de prestations chez nous pour continuer à les faire monter en compétences. Et là, par contre, pour moi, c'est un vrai succès parce qu'effectivement, on a des clients sur lesquels on a réussi à évangéliser le fait que voilà, quand on déploie correctement une solution de CRM, ça ne peut pas être autre chose qu'un succès. Voilà. Donc voilà, ça c'est ma vision du sujet. Jonas ? Je te rejoins encore, on dit tout le temps la même chose, tous les deux, c'est bien. Vous vous rejoignez souvent, j'ai remarqué. Je rêve un peu plus, mais je vais revenir sur le côté pragmatique. Alors, je te rejoins sur la partie process, effectivement, avec la dimension... on va dire la culture du changement à mener en interne dans une entreprise, soit c'est des thématiques que tu connais parfaitement. L'outil, il n'est pas intelligent, que ce soit le CRM, que ce soit le marketing automation. L'intelligence, c'est la façon dont on s'en sert, ce qu'on va mettre dedans, les process qui sont autour. Et ça, si on veut les mettre effectivement en place, l'accompagnement par des personnes, des professionnels, des experts qui ont déjà vu la mise en place et le suivi sur plusieurs comptes, eh ben oui, elle est précieuse. Et d'autre part, cette mise en œuvre, sans prendre en compte la capacité de mise en œuvre des équipes parce qu'elles ne sont pas éduquées, formées et qu'elles n'acceptent pas ce changement, ça ne sert à rien. Moi, je vais prendre la casquette là, plutôt facturier que CRM. Notre buyer persona, donc le client à qui on s'adresse, ben oui, c'est Thérèse de la Compta. Elle a 50 ans et Thérèse de la Compta, quand on commence à lui mettre un outil de facturation lié avec le CRM, des triggers dans tous les sens dans les mains, elle dit « Oulala, merci, ma retraite, c'est dans combien de temps déjà ? Je fonce ». Et si elle n'a pas été accompagnée avant avec les bons mots qui correspondent à ce qu'elle peut comprendre, et ben, le projet va pas pouvoir être déployé, ça va être un échec cuisant. Il y a un autre problème, cette fois je vais parler plutôt de ceux qui sont déjà équipés d'un CRM. Mais alors, en fait, ils ne sont pas équipés d'un CRM, ils sont englués dans une vieille legacy. Pour ne pas les citer parce qu'ils sont locaux, alors Cégide a fait beaucoup d'efforts bien sûr, je les salue, mais je parle vraiment des Allemands SAP, etc., qui ont pris une première claque avec Salesforce qui est arrivé en SaaS, qui a raflé toute la mise. Salesforce sur le marché CRM, ils sont premiers, ils totalisent plus de parts de marché que les 4 suivants, c'est quand même Oracle, IBM, enfin il y a des belles bêtes derrière, mais c'est Salesforce qui est devant. Et Salesforce, ils ont fait une acquisition, la plus grosse acquisition du secteur sur les 5 dernières années, ils ont acheté MuleSoft. Pourquoi MuleSoft ? Parce que c'est un connecteur qui vient prendre la donnée et simplifier les process d'onboarding sur la legacy, donc toutes les données qui sont existantes, les stocks, les machins, et pour justement faciliter l'onboarding des clients. Ce mouvement stratégique, il coûte une fortune, mais il est hyper malin. C'est la deuxième claque que met Salesforce à tous ses concurrents pour permettre à des personnes déjà équipées, pas équipées comme je dis, engluées, de finalement utiliser l'outil correctement et en bonne intelligence. En fait, il travaille chez Salesforce. Jean-Michel ? Alors nous, on a des clients qui ont remplacé Salesforce par TimeTonic, donc il y a quand même des défauts chez Salesforce. Ça arrive des fois quand même. Ah oui, plusieurs fois, oui, tout à fait. Ça reste un outil très lourd à mettre en place. Ils se rendent compte qu'ils sont englués. Très, très, très compliqué. Mais oui, par rapport à ce qu'on voit tous les jours, nous, dans nos clients, on a travaillé beaucoup avec des TPE, PME, on travaille avec quelques grands groupes, justement, dont des équipes ont remplacé du Salesforce par nos solutions. Ce qu'on voit effectivement beaucoup, on voit beaucoup de gens qui ont du tableur et qui veulent passer à autre chose. Et là, souvent, c'est l'apprentissage de tout ce qui est web, c'est-à-dire
comment je fais un site, est-ce que je dois faire un formulaire de CD, est-ce que je dois faire un mailing. Enfin, il y a tout à apprendre et ça, il y a une quantité phénoménale de TPE, PME qui n'ont aucune idée aujourd'hui encore de comment simplement communiquer ou aller chercher des informations ou se faire connaître, tout ce qui est contenu, tout ce qui est formulaire, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., tout ce qui est même mailing parfois, mis à part une mailing qu'ils font eux-mêmes dans un Outlook en envoyant des mailings de temps en temps. Donc il y a beaucoup d'éducation effectivement à faire, il y a des besoins, je ne sais pas si c'est 70%, mais ça ne m'étonnerait pas effectivement de PME qui n'ont pas de solution de CRM. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent des tableurs. Alors moi je dis tant mieux pour nous parce que nous on prend le tableur, bing, ça devient un CRM, un outil de gestion en quelques minutes, mis à part la formation et l'accompagnement, etc. Et l'apprentissage du coup est beaucoup plus rapide parce qu'on est habitué à l'utiliser. Mais c'est une vraie réalité. La deuxième réalité qu'on rencontre, c'est effectivement des gens qui ont des outils, qui sont digitaux, qui ont beaucoup d'avantages, mais effectivement, on parlait du marketing automation, c'est encore très très peu d'utilisateurs qui utilisent des outils de marketing automation. Les mailings, ça commence bien, enfin dans des outils de mailing avec un petit peu de taux de réponse et de clics et d'informations par rapport à ça, ou d'ouverture de documents pour savoir si des documents SEC ont été utilisés. Mais effectivement, en marketing automation, c'est 10% de nos clients qui savent même ce que c'est. Quand on leur demande, écoutez, on voudrait intégrer également au CRM des outils de marketing automation. Alors c'est vraiment, on parle du chinois. Qu'est-ce que c'est? On ne comprend pas. Et donc je pense qu'il y a des belles opportunités, en tout cas pour les éditeurs de solutions et d'accompagnement pour les entreprises. Et la troisième chose qu'on constate aujourd'hui, c'est effectivement quand on a besoin, quand on pense marketing automation, on pense contenu, on a parlé, on pense génération, inbound marketing, etc. Et c'est une vraie éducation. En tout cas, sur beaucoup de secteurs, il y a des très grands groupes au niveau groupe qui le font, mais les très grands groupes, il y a plein de petites business units, plein de petites équipes pour lesquelles non, ils ont l'habitude de travailler en direct avec la ville, avec tel type de client, etc. Et ce n'est pas du tout dans leur manière de fonctionner de penser à ce qu'il faut développer des relations au-delà de la relation simplement personnelle qu'on peut avoir avec ses clients. Donc on est encore très très jeune au niveau marketing automation, CRM, effectivement. D'accord. Alors merci à vous trois pour ce moment de vie ma vie solution CRM. Et je retiens aussi que 90% de tes clients, il faudra les inviter l'année prochaine à venir découvrir ce qu'est le marketing automation. Ce sera agréable et puis ce sera important pour eux. Nous avons 3 speakers, donc on va avoir 3 fois plus de questions que depuis ce matin. Je suis sûr que vous avez énormément de questions à leur poser. On a encore du temps, là, on est bien. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Comme quoi, ça sert à quelque chose de se préparer avant. Alors, qui a des questions à poser à nos 3 tables rondeurs? Non. Non, là, c'est parce que vous êtes fatigués, là. Parce que là, vous êtes dit, non, je ne peux plus. Il n'y a pas de questions, ça a été si clair que ça. Alors ça, c'est... Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Ah. Vous avez beaucoup parlé du coup de stratégie marketing automation, mais on n'a pas parlé de budget, juste pour que peut-être tout le monde ait une idée un petit peu d'un budget de CRM pour implémenter dans une stratégie, peut-être avec ou sans marketing automation, mais juste sur une idée. Ça, c'est la question piège à chaque fois. Quel type de client vous êtes quoi comme société ou... Non. Pardon? C'est Webmécanique. Ouais. C'était pour lancer la question. Je trouve que c'était intéressant. Là, tu fais comme ça. Mais vous êtes dans le B2B, vous êtes dans le B2C, vous êtes une petite société, un grand groupe? Non, c'est vraiment Webmécanique. C'est vraiment Webmécanique. Ah ouais, non, c'est vraiment Webmécanique. C'est même pas une blague. Je pensais que c'était pour vous, pour votre besoin propre. Ouais. Moi, je vais répondre si tu veux, parce que là-dessus, on a quand même maintenant l'expérience de quelques projets que l'on a déployés. Nous, et Sophie le sait, tu es démasqué. Sophie, qui vient de poser la question, le sait. On a passé énormément de temps pour notamment créer l'intégration entre nos 2 solutions, puisque nous, on a fait le choix de passer non pas par une intégration tiers type Zapier, etc., mais vraiment de faire une intégration native entre nos 2 solutions pour faire en sorte effectivement d'avoir des flux qui soient les plus performants possibles en termes de
de volume, de typologie de flux de données, notamment qui circulent entre les deux outils. Donc à partir de là, ce que nous on fait, en gros il faut 4-5 jours pour nous de ce qu'on propose en tant qu'éditeur de CRM en termes de déploiement, à la fois pour paramétrer effectivement la connexion entre nos deux outils, parce qu'il y a toujours quand même des tables de champs à synchroniser, etc. Après, il y a l'équivalent à peu près de 2 jours de cursus de formation qui sont faits en fait sur des micro-cursus. En gros, derrière, on prévoit l'équivalent. Alors, il y a une demi-journée d'analyse quand même avant et de sensibilisation aux notions de scoring, etc. Et après, on a la dimension d'accompagnement, effectivement, avec de l'assistance dans la continuité pour répondre effectivement aux différentes questions de nos clients quand ils commencent à lancer leur premier scénario, leur première campagne, créer leur premier segment, etc. Donc ça, on est vraiment dans la mise en place opérationnelle de l'outil. Après, effectivement, le conseil que nous on donne, et là, c'est pas notre métier pour le coup, c'est idéalement d'être accompagné par une agence qui, elle, va les aider à construire leur scénario, leurs règles de scoring, leur stratégie de contenu, puisque là, concrètement, on sort, nous, de notre contexte de compétences, où nous, on est vraiment là pour délivrer une prestation, mettre en œuvre une solution et former les gens à l'usage. Après, sur toute la dimension stratégique, on est plutôt à pousser effectivement sur des agences, qui sont souvent des agences partenaires de Web Mécanique, puisqu'elles ont l'avantage à la fois de connaître leur métier, mais surtout de connaître la solution Web Mécanique, ce qui forcément facilite le déploiement de la stratégie digitale du client. Alors, ça donne pas un prix. Ouais, en gros, le prix de la solution, ça j'en parlerai pas, elle peut très bien en parler aussi bien que moi, parce que ça dépend du volume de contact. Ouais, non, je ne parle pas de les solutions, mais sur des budgets. Les budgets d'intégration. Le temps d'intégration. On va être sans donner une fourchette, au moins donne-nous un. Non, mais on va être autour de 5 000 €. Autour de 5 000 € de déploiement. Nous, on est entre 4 et 5 jours de travail pour déployer ça, donc c'est un budget qui est autour de 5 kg €, quoi, grosso modo. Voilà. Donc il n'y a rien de. Vu ce que ça peut générer si j'ai bien déployé derrière. Plus l'outil derrière. Ouais, t'es un peu cher, toi. Hein. Et je suis toujours plus cher que les autres, moi. Donc voilà. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. C'est ce qui fait notre force, d'ailleurs. Voilà, c'est parce qu'il fait plus quali. Il l'a dit quali. Ouais. Bon, j'ai révisé un peu avant de venir, Sophie, du coup, pour répondre à ta question sur les budgets. L'utilisation d'un CRM va faire gagner à tes équipes entre 7 et 8 heures par semaine. Tu multiplies ça par le nombre de personnes qui vont l'utiliser. Et on a vu que les équipes commerciales qui utilisent un CRM performent entre 15 et 20% de plus que les autres. Calcule le temps jour homme, ton chiffre d'affaires et ton EBITDA là-dessus. Et puis, a priori, si on est en dessous, achète. Ah ouais, c'est... Non, mais c'est une façon de faire, franchement, bravo, c'est une façon de faire. Donc en fait, c'est une approche héroïste, quoi. Ah bah oui, ça c'est 100% héroïste. 100% héroïste. 100%. Donc tu vas gagner 100 000 €, donc, et vous allez le vendre 90, c'est génial. Héroïste est la tête du client, c'est parti. À la tête du client, d'accord. Bah, vous pouvez tweeter tout ça aussi, #AutomationDay. Jean-Michel ? Alors, effectivement, ROI est très, très intéressant. Hein. Je pense qu'il faut pas. C'est très facile à vendre, d'expliquer la valeur d'un CRM. Le coût pour nous est effectivement un peu moins cher. En général, on compte 1 ou 2 jours d'intégration. Et ensuite, c'est plus la formation au métier éventuellement associé. Là, je pense que je rejoins mes collègues que utiliser des agences spécialisées pour très important et très utile, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais au coût d'intégration TimeTonic, on peut le faire soi-même, ou on nous demande de l'aide et c'est 1 ou 2 jours de travail. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'en ai une ici. Par rapport à la situation qui était décrite tout à l'heure. On n'entend pas très bien. On n'entend pas. Ça fait comme ça. Est-ce qu'on entend bien là ? Voilà, c'est pas mal. Ok, excusez-moi, j'étais resté appuyé. Par rapport à la question, la situation décrite tout à l'heure, qui était de dire, de toute façon, tous nos clients moyennes entreprises n'ont pas de data, donc en fait, on ne peut rien faire. Quelles sont vos suggestions pour faire évoluer cette situation ? Est-ce qu'elle est évoluable de votre point de vue ? Et si oui, comment et de quelle façon ? En fait, en gros, parce que très joli. Ça cryptait un peu, mais en gros, votre question, c'est comment on fait pour optimiser l'usage du CRM chez nos clients, quoi. En gros, c'est ça à peu près. Et surtout parmi ceux, je ne sais pas pourquoi ça coupe, surtout parmi ceux
qui... En fait, je pense qu'il faut un peu plus loin du micro. un peu de votre micro parce que plus loin du micro, en fait. Voilà. Là, c'était pas mal. Excusez-moi. Non, surtout, vous avez décrit la situation. Bon, ok, les grands comptes, ils peuvent se lancer dans de la big data, l'intelligence artificielle, etc. Et puis, on a tous ces comptes moyens qui manquent de data, au-delà du fait qu'ils ne sont pas forcément aware au sujet du CRM ou que leurs tableurs vont bien, mais qui juste n'ont insuffisamment de data et que du coup, vous ne pouvez pas traiter grand-chose. Mais il semble assez évident qu'il y a des moyens de l'extraire, la data, quand même à des niveaux moyens. Et ma question, c'est, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors après, je ne sais pas dans quel secteur d'activité vous êtes, mais moi, je vais vous donner des exemples très concrets maintenant de choses qu'on fait chez nos clients et que nos clients apprécient. Prenez un exemple. Alors déjà, je pense qu'il y a un point qui est extrêmement important, c'est que, et là-dessus, je crois qu'on en avait discuté un peu l'autre jour aussi, moi, je suis assez effaré, je dois avouer que quand j'arrive chez des clients, la première question que je leur pose, c'est en fait, est-ce que vous avez une politique commerciale ? C'est-à-dire comment vous bossez, comment vous déstructurez, quels sont les marchés que vous adressez, etc. Pour nous, c'est primordial pour bien travailler parce que ça fait partie de la chose qu'on prend en compte dès le départ dans la phase d'analyse, puisqu'on a systématiquement une phase d'analyse du besoin chez nos clients. Donc voilà. Et il y en a qui répondent, très peu, et il y en a qui ne répondent pas, et même certains...